Les grands thèmes du scepticisme. Le scepticisme est une défiance totale à l'égard des prétentions de l'esprit à atteindre la connaissance. Cette réaction est d'autant plus salubre que nous nous apercevons souvent que nos prétendues certitudes absolues n'étaient que des préjugés, des rumeurs, des superstitions. Le scepticisme entend nous mettre en garde contre des résultats et des vérités soi-disant définitifs et indiscutables. Il revendique la liberté de l'esprit qui doit pouvoir examiner et mettre en doute en permanence tout ce qui se donne abusivement pour vrai. Le principe du scepticisme est de douter de tout. Selon celui-ci, nos connaissances ne sont que des opinions subjectives, relatives, variables. La fragilité de nos opinions ne ferait pas problème si nous étions conscients de leur vraie nature, si elles ne s'accompagnaient pas de notre désir de les imposer comme des vérités absolues. Comme le constate Montaigne dans ses essais, les hommes aiment tant avoir raison qu'ils sont pressés de faire de leur opinion une vérité indiscutable, c'est-à-dire dogmatique. Le scepticisme met en garde contre cette tentation. Il recommande de nous méfier non seulement de notre désir de détenir la vérité absolue, mais de notre crédulité. Par exemple, face à une rumeur qui progresse, non pas par information mutuelle mais par contagion, quand tout porte à enjoliver et à amplifier des récits, et jamais à vérifier les faits, il serait raisonnable d'accepter d'être ignorant et de réserver son jugement. La sagesse de Montaigne s'inscrit dans la tradition du scepticisme. Elle consiste à s'abstenir de tenir nos connaissances pour des vérités absolues. L'esprit peut y trouver la quiétude puisqu'il n'a plus à défendre ses vérités de façon polémique et qu'il évite de tomber dans la crédulité et de céder aux préjugés. Les sceptiques invoquent une série d'arguments destinés à éviter toute tentation dogmatique et à montrer que nos certitudes sont illusoires. L'argument de la discordance consiste à prendre acte des oppositions entre les opinions relatives à la même réalité. La blancheur de la neige et la noirceur de l'eau de l'étang, par exemple, nous empêchent de connaître la couleur de l'eau. L'argument de la régression à l'infini dit que pour s'assurer de la validité des preuves, il faudrait d'autres preuves, qu'il faudra vérifier à nouveau et ainsi à l'infini. L'argument de la relation renvoie à l'idée que toute représentation est relative à un sujet, ce qui rend impossible l'universalité de la vérité. L'argument de l'hypothèse consiste à montrer que tout raisonnement a un point de départ qui est indémontrable. En conséquence, même si le raisonnement est parfaitement logique, sa conclusion ne peut être certaine. Enfin, l'argument du cercle vicieux ou diallèle conteste le raisonnement qui prétend fonder une preuve sur une conséquence de cela même qui est à prouver. Le raisonnement est alors circulaire. L'époquée. L'époquée, suspension, est un terme commun aux académiciens et aux pyrrhoniens. On attribuait traditionnellement son invention à Pyrrhon, mais Pierre Couyssin a suggéré que ce terme pouvait avoir été emprunté au stoïcien Zénon par Arcésilas qu'il avait promu comme la seule issue cohérente pour le sage, à l'acatalepsie universelle. Les stoïciens soutenaient que l'assentiment dépend de la volonté du sage, qui doit le suspendre plutôt que d'avoir une opinion. L'important est ici que la suspension de l'assentiment n'est concevable que dans une théorie volontariste de l'assentiment. Citation de Couyssin dans l'origine et l'évolution de l'époquée. On ne peut le suspendre que parce qu'il dépend de notre volonté. En revanche, pour les pyrrhoniens, l'époquée est une abstention de tout jugement ou de toute opinion, et non un simple refus de donner son assentiment qui n'aboutit selon eux qu'à un dogmatisme négatif. Clitomach distinguait d'ailleurs deux sens de l'époquée, dont seul le premier était admis par Arcésilas et Carnéade. La formule « le sage suspend son assentiment » a deux sens. Le premier, quand elle veut dire qu'il ne donne son assentiment à absolument rien. Le second, quand il suspend sa réponse, qu'elle consiste à approuver ou à rejeter quelque chose, si bien qu'il ne nie ni n'affirme rien. Quiquéron dans « Citation de Cicéron dans « Académique ».
De ce deuxième sens adopté par les pyrrhoniens découlent plusieurs innovations importantes. L'époquée est d'abord une étape sur le chemin qui mène de l'indistinction propre aux choses ou de la contrariété des phénomènes et du désaccord dans les opinions chez Sextus, dont elle est comme l'écho mental, à l'ataraxie. Sextus reproche d'ailleurs à l'époquée d'Arcésilas d'être une fin en soi, alors qu'elle est pour lui un arrêt de la pensée, dont les sceptiques ont par hasard découvert un usage positif du point de vue de la recherche de l'ataraxie. L'époquée, selon certains, se manifeste par l'aphasie, l'abstention de l'affirmation en général, et elle est indiquée par une formule « je suspends mon jugement ». Aphasie. Elle est donc à la fois caractéristique du scepticisme et relativisée. Elle est encadrée par l'ataraxie qui la suit et par l'équilibre entre les arguments contraires qui la précèdent. L'époquée sceptique suscite bien des questions. Les commentateurs se demandent si l'époquée inclut toutes les opinions, quelles qu'elles soient, qui s'ajoutent au pur phénomène. L'époquée absolue ne rend-elle pas l'action impossible ? Cette transition minutieuse de la contrariété des choses à la quiétude de la pensée ne cache-t-elle pas en fait une contrariété dans la pensée elle-même que le sceptique se refuse à voir ? C'est ce que pense Hegel. Si l'ataraxie n'est plus reconnue comme une fin désirable, que devient l'époquée sinon une insatisfaction tragique? C'est ce que se demande Pascal ou Saint-Augustin. Mais il nous semble que, pour la comprendre, il faut toujours la replacer au sein du processus qui l'a produit, réfutation dialectique académicienne ou enchaînement antithèse-isosthénie-époquée. Ataraxie, pour l'aborder comme moment essentiel de l'usage de la pensée. L'époquée apparaît alors comme une libération de la pensée et de l'action, une indifférence aux opinions rendant possible des usages d'opinion. Les formules sceptiques. Les formules sceptiques sont, selon Sextus Empiricus dans Hypotypose, des expressions prononcées par le pyrrhonien quand il utilise les modes qui manifestent sa disposition sceptique et son état d'esprit. Outre pas plus, les formules citées par Sextus sont peut-être, admettons, c'est possible, non-assertion, aphasia, je suspends mon jugement, je ne détermine rien, tout est indéterminé, tout est incompréhensible, akatalepta, je n'ai pas de compréhension, je ne comprends pas, à tout argument s'oppose un égal argument. À propos de toutes ces formules, Sextus répète qu'elles ne font qu'indiquer un état d'esprit personnel du sceptique qui décrit ce qui lui apparaît, que le sceptique n'affirme pas qu'elles sont vraies, mais qu'elles se détruisent elles-mêmes comme les médicaments purgatifs qui chassent certaines humeurs du corps et se chassent elles-mêmes avec ces humeurs. Le sceptique ne déterminera assurément rien, pas même le « je ne détermine rien », dit-il dans Hypotypose. On retrouve la dimension thérapeutique du scepticisme présente aussi dans les modes. Ces phases ont donc un sens imprécis et relatif au sceptique lui-même. On s'est peu interrogé sur l'emploi par les pyrrhoniens des formules. Si tous les philosophes ont des préférences lexicales, voire un style, aucun n'a ainsi proposé des slogans philosophiques. Les sceptiques ne cherchaient pourtant pas à résumer leurs pensées pour mieux communiquer, comme on dit aujourd'hui. Les formules leur sont nécessaires pour s'en tenir strictement aux phénomènes, à l'exclusion de ce qui est dit des phénomènes et représentent une parole minimale et non dogmatique. Ces formules explicitement autocontradictoires se réduisent elles-mêmes au silence au lieu de s'ajouter au flot interminable et contradictoire des discours philosophiques. D'ailleurs, ces formules sont strictement déictiques, elles ne valent qu'en référence à celui qui les prononce, et les écrire peut être dangereux. Mais plus profondément, il semble que les sceptiques inventent des expressions qui poussent la langue dans ses retranchements, la trahissent de l'intérieur. Les formules sceptiques jouent la parole vague contre le discours affirmatif, les affections singulières contre les significations générales. Elles seraient ainsi comme des lapsus artificiels, des expressions qui font affleurer l'inconscient sceptique dans le langage dogmatique. Freud évoque d'ailleurs l'existence de mots d'esprit sceptiques. Elle suggère la possibilité d'une parole qui s'efface devant le phénomène et son indifférence, qui dissolve les distinctions et les objets établis. Imagine-t-on l'inquiétude d'un dogmatique qui verrait surgir sous sa plume des pas plus. Les tropes des sceptiques. On lit aujourd'hui beaucoup que le sceptique désavoue ni plus ni moins son apparence à la communauté de ceux qui argumentent, dans Morale et Communication de Habermas.
Il est possible que ce jugement soit valable à propos de l'image que les dogmatiques se font du scepticisme, mais il suffit d'avoir lu quelques pages de Sextus Empiricus ou de Hume pour apprécier le ridicule de cette critique. Lors d'une ambassade envoyée en 155 par Athènes à Rome pour demander l'allègement d'une amende, Carnéade discourut devant la foule un jour en faveur de la justice et l'autre jour contre. Caton le censeur eut tellement peur des effets de cette virtuosité argumentative sur la moralité romaine que les affaires d'Athènes furent réglées très rapidement. Quant aux textes sceptiques, ils sont retors et lourds du fait de leur mouvement argumentatif interminable. Le traité de la nature humaine de Hume eut peu de lecteurs, tant il est minutieux dans son examen de nos raisonnements les plus communs. Le style habituel de Montaigne a beau être alerte, il s'engage dans une argumentation complexe pour montrer l'impuissance de la raison humaine dans le plus long et le plus sceptique de ses essais. Quant à Bayle, il peut résumer tous les mouvements des pensées diverses sous la forme d'un dilemme, dont chaque branche est réfutée en 3 ou 4 étapes, le tout aboutissant à l'idée que les comètes ne peuvent être des présages. Les sceptiques ont, semble-t-il, une obsession de l'argumentation. Ils font partie de ces philosophes qui, comme le dit Aristote, ne savent pas faire la différence entre ce qui doit être démontré et ce qui ne doit pas l'être. La combinaison des 5 modes d'Agrippa, partant du principe que toute proposition doit être démontrée, conduit sans faille au fait qu'aucune proposition ne peut être démontrée. Là encore, l'usage de ces tropes définit le style sceptique. On les repère chez Montaigne, Bayle ou Hume. Elles sont toujours le signe d'un acharnement à exiger des raisons de nos moindres affirmations. On prendra la mesure de la passion sceptique pour l'argumentation en considérant cette remarque de Sextus Empiricus. Si quelqu'un nous présente un argument que nous ne sommes pas capables de réfuter, nous lui répliquons que, de même qu'avant que fût né le fondateur de l'école à laquelle il appartient, la théorie qu'il soutient était sans validité, bien qu'il en fût réellement ainsi. De même, il est possible précisément que l'argument opposé à celui qu'il nous propose existe bien aussi, et soit conforme à la réalité des choses. Bien que cet argument ne nous apparaisse pas encore, aussi ne doit-on pas donner son assentiment à un argument qui aujourd'hui nous paraît solide. Extrait de Hypotypose. Tout argument formulé contre le sceptique ne peut avoir qu'une durée de vie limitée du point de vue de la puissance de réfutation sceptique. Pourtant, l'on ne comprend qu'à moitié cet usage de l'argumentation si l'on néglige la conclusion de tous les raisonnements sceptiques, la suspension du jugement à propos de la question débattue. Ces arguments prétendent avoir un effet sur celui qui prend le temps de les assimiler, effet qui s'accroît probablement avec le nombre, ce qui expliquerait le goût des sceptiques pour les accumulations et les répétitions. Les arguments doivent se confronter et s'équilibrer dans un esprit particulier et non dans un entendement logicien. Ils doivent provoquer des sentiments d'incertitude, d'indétermination et non des conclusions valides. Ainsi, le pyrrhonien peut parfois adapter ses arguments et leur force à l'individu auquel il veut faire éprouver, et non comprendre, l'époquée. Sur chaque sujet et pour chaque individu, il existe un traitement argumentatif adapté pour susciter la suspension du jugement. Dès lors, la longueur des textes sceptiques peut s'interpréter d'une seconde manière. Se refusant un unique raisonnement pour un lecteur universel, mais ne pouvant écrire autant d'ouvrages qu'ils ont de lecteurs, comme un médecin compose les ordonnances, les sceptiques n'auraient-ils pas décidé d'accumuler autant d'arguments que possible, de manière systématique ou non, pour que chaque lecteur ait une chance de tomber sur ceux qui lui conviendront, ceux dont la combinaison aura sur son esprit l'effet suspensif caractéristique de la skepsis. Les livres sceptiques seraient dès lors non pas seulement des encyclopédies, mais aussi des traités d'automédication, ce qui expliquerait aisément le scandale qu'ils suscitent chez les médecins dogmatiques.